Salut, alors aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur les équations de Maxwell. Ces fameuses 4 équations qu'on voit souvent sur des t-shirts. Et en fait, là on va essayer de les regarder d'un peu plus près pour essayer de comprendre de manière intuitive ce qu'elles veulent dire et les propriétés sous-jacentes de ces fondamentaux qui régissent vraiment le monde électronique, le monde des lignes de transmission, le monde à haute fréquence. Toute l'électronique est vraiment liée à ces équations-là qui sont compactes mais extrêmement complexes lorsqu'il s'agit de les résoudre de manière numérique dans des cas réels. Alors, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe là-dessous, faut quand même partir de certaines bases qui ne sont pas difficiles à comprendre mais qui permettent quand même d'expliquer ça et qui sont nécessaires d'expliciter avant. La première chose, et ça c'est quelque chose que les électroniciens comprennent facilement, c'est qu'un champ électrique et un champ magnétique, ce sont des champs vectoriels. C'est-à-dire qu'en un point de l'espace, il y a une valeur du champ et une direction. C'est tout ce que ça veut dire. Donc c'est important parce que ici on va utiliser des opérateurs mathématiques qui travaillent sur des champs vectoriels. La deuxième chose, c'est qu'on va utiliser des opérateurs qui ont vraiment une signification particulière et qui définissent vraiment les propriétés de ces équations et qui explicitent vraiment les propriétés de ces champs l'un par rapport à l'autre. Ainsi que ces champs en tant que tels, leurs propriétés particulières et dans quelle situation ça s'applique ou pas. Alors, j'ai mis ici les 4 équations de Maxwell sous la forme d'opérateurs vectoriels ici. Il existe d'autres écritures de ça. J'ai choisi de prendre E et H, champ électrique, champ magnétique, plutôt que d'autres versions qui utilisent soit la densité de flux électrique ou les densités de flux magnétique qui sont en fait simplement le dérivé de l'un de l'autre, mais qui sont plus difficiles à dire et qui sont, ça fait un peu plus lourdingue. Donc j'ai préféré garder les versions de ces formules avec juste champ électrique et champ magnétique. C'est plus facile à dire et à comprendre. Alors, avant d'expliciter ces 4 équations, on a besoin d'utiliser certains outils vectoriels, des outils mathématiques, ici, divergence et rotationnel. Ce sont 2 opérateurs qui sont extrêmement utilisés et qui sont juste des opérateurs mathématiques appliqués au champ vectoriel. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'expliciter ce qu'ils veulent dire de manière intuitive, sans formule mathématique. On va commencer par la divergence. Divergence, je vais prendre quelques exemples pour montrer ce que ça veut dire en soi. On va prendre, par exemple, une rivière tranquille qui a un flux continu partout pareil. C'est-à-dire que je prends n'importe quel point de la rivière et je sais qu'elle va aller dans un certain sens à une certaine vitesse. Donc ici, je vais prendre un champ vectoriel qui va être le champ de vitesse du cours d'eau. Et c'est un cours d'eau régulier, c'est-à-dire que partout, la vitesse est la même et orientée de la même manière. Maintenant, si je prends une zone là-dedans, voilà. Si je regarde dans cette zone, quelle est la quantité d'eau qui rentre et quelle est la quantité d'eau qui sort. Donc ici, je vais avoir une certaine quantité d'eau qui rentre ici et une certaine quantité d'eau qui sort là. Sachant qu'ici, ça peut être n'importe quelle forme. Je peux faire un truc, ça n'a pas d'importance. On voit de manière intuitive que ce qui rentre va être égal à ce qui sort, simplement parce que ici le champ de vitesse est uniforme partout. Alors, l'opérateur des divergences permet d'évaluer cette notion-là, cette notion de qu'est-ce qui rentre par rapport à qu'est-ce qui sort. Ici, j'ai pris une zone qui a une certaine taille, sachant que la divergence et ces opérateurs, c'est un calcul en un point. Simplement, c'est une mise à la limite de ces concepts-là. Mais supposons ici que c'est une surface suffisamment petite pour que ce soit assimilé à un point. Ici, cette divergence, ici je vais appeler ça, c'est un champ de vitesse, qui part pareil. La divergence de ce champ de vitesse ici, en ce point P, en P, égale à 0. Simplement parce que le flux qui rentre, c'est le flux qui sort. C'est la même chose. Alors, la vraie divergence au sens mathématique près, c'est lorsqu'on tend cette zone-là à devenir infiniment petite. Mais l'idée, c'est ça. C'est dans cette zone-là, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Ici,
la divergence permet de calculer ça. Ici, elle est nulle parce qu'on a un équilibre entre ce qui sort et ce qui rentre. Maintenant, on va venir dans le champ électrique, par exemple, là. Et on va prendre une charge. On va prendre une particule chargée, admettons un ion positif, ici. Le champ électrique, lui, on sait en fait, qu'il est radial. C'est-à-dire qu'il part de la particule et il va dans l'espace et il va se réduire au fur et à mesure. Il va de plus en plus ténu, mais il sera orienté toujours de la même manière, quelle que soit la direction. Il y a une symétrie globale de ça. Maintenant, si je prends, pareil, ici, une zone, au point P, sachant que la vraie divergence, c'est infiniment petit, mais disons, bon là, je le mets avec une certaine taille. En fait, les lignes de champ rentrantes vont être identiques aux lignes de champ sortantes. Même si elles seront plus denses en rentrant qu'en sortant, en fait, il y en aura autant qui rentrent qui sortent. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une divergence égale à 0. Par contre, si je prends une zone qui contient la particule, eh bien là, on n'a que des champs sortants. Et là, on a une divergence qui n'est plus nulle et qui est positive. À partir du moment où je vais prendre une zone, si petite soit-elle, qui contient une particule ponctuelle, la divergence sera soit positive si la particule est positive, soit négative si la particule est négative. C'est-à-dire que je vais essentiellement avoir des champs rentrants, si c'est un électron. Et la divergence, ça veut dire ça. Ici, à une constante près, la divergence du champ est égale à la densité de charge au point donné. La divergence, c'est une valeur qui est un nombre. C'est un nombre, ça indique ce qui rentre par rapport à ce qui sort. C'est le rapport, la différence des deux. C'est un nombre. Ça s'applique à un point donné. Si ce point est à l'extérieur ici, il n'y a pas de charge dedans. Le ρ, il est à 0. Donc la divergence E sera 0, le champ sera 0. Par contre, dès lors que la zone contiendra une charge ou des charges, on va voir une divergence qui va se mettre à exister, qui est liée à la densité de charge et à une constante epsilon, qui est une constante du milieu. Donc ici, si je veux représenter la divergence dans le plan, ben, chaque point sera 0 ici, mais ce point-là, qui contient la charge, aura une valeur qui se calcule par la formule de la divergence. Voilà. Donc, cette formule-là, de divergence, indique plusieurs choses. Elle indique qu'il faut qu'il y ait des charges pour qu'il y ait un champ électrique. Ici. Ça, c'est fondamental. Ensuite, il indique que ce champ part à l'infini, il ne revient jamais. C'est-à-dire que la surface ici qui englobe la charge, il n'y aura jamais de champ qui va partir et qui va revenir. C'est-à-dire qu'il sera forcément non nul. C'est ça que ça veut dire. Ça donne une indication de la forme du champ lié aux charges. Ça indique aussi une chose, on en découle que si par exemple j'ai deux charges, négative et positive, je peux avoir donc un champ qui va être constant selon cette ligne-là, et donc le champ peut partir d'une charge pour finir à une charge. Ce sont les deux seuls cas possibles. Soit le champ part à l'infini et tend vers 0, soit le champ va rejoindre et s'arrêter sur une autre charge, mais jamais sur la même. C'est-à-dire que la charge, c'est ce qu'on appelle un monopôle. C'est-à-dire que le champ peut qu'en partir ou y arriver, mais jamais les deux. Voilà. Donc ça, c'est une des propriétés fondamentales qu'on peut tirer de cet opérateur-là. Lorsqu'il est appliqué au champ E, ben, il vaut une certaine valeur en certains points, là où il y a des charges. Donc on a besoin de charges pour qu'il y ait un champ, enfin qu'il y ait ce truc-là. Ça donne une idée de la géométrie du champ. Maintenant, au niveau du point du champ magnétique. Alors, le champ magnétique, la divergence est toujours égale à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que contrairement à E, le champ magnétique, si je prends un aimant, que je mets une feuille de papier avec de la limaille dessus, j'ai les lignes de champ qui sont fermées. Et ça, on ne peut pas faire autrement.
Donc si je prends une zone quelconque, j'ai toujours les champs qui rentrent qui sont égaux aux champs qui sortent. Toujours. Si je mets l'aimant dans la zone, ce qui rentre, ce sera toujours ce qui sort. Quoi qu'il se passe. Un aimant ne peut pas être un monopôle. Un champ qui en sort en reviendra forcément. C'est bouclé. Il forme des boucles. Et c'est ça que ça veut dire ici. Le mu ici, c'est pour pouvoir aller avec le h, parce que d'habitude, on met divergence b égale 0. Bon, le mu ici, c'est juste pour indiquer ça. C'est bon, divergence h égale à 0 aussi. C'est juste pour garder la notation qu'on utilise habituellement avec le champ b. Ici, bon, j'ai mis juste pour ça. Alors, ces deux règles-là, sur les divergences, indiquent une structure des champs électriques et magnétiques. Un est divergent ou convergent, l'autre est bouclé. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, ces deux lois-là sont dites lois de Gauss. Une pour le champ électrique, une pour le champ magnétique. Là, on a juste décrit les deux champs, E et H. C'est ce à quoi servent ces deux équations-là. Maintenant, on ne sait pas comment ces deux champs interagissent l'un avec l'autre. On ne connaît pas la liaison. Et c'est le rôle des deux équations suivantes. Elles indiquent comment interagit un champ quand l'autre voit des propriétés changer. La première, elle indique comment le champ E va évoluer quand le champ H éventuellement existe ou évolue. Ici, on a besoin d'un deuxième opérateur qui s'appelle le rotationnel, qui décrit une autre propriété que la divergence. De l'autre côté, on a dH sur dt qui est une différentielle, c'est-à-dire que ça, c'est la variation du champ magnétique par rapport au temps, tout simplement. C'est-à-dire que ça vaut 0 si le champ est fixe, et à partir du moment où il bouge, cette quantité devient non nulle. Par contre, le rotationnel, lui, c'est un opérateur tout aussi important. Il est plus difficile à décrire, mais bon, on peut essayer avec un truc qui est utilisé assez souvent pour le décrire. On va reprendre l'exemple de la rivière, avec un champ constant, orienté toujours pareil. Alors, on suppose, voilà, on va utiliser un accessoire pour ça. On va utiliser, on va dire, un moulin, c'est-à-dire un axe avec des pales. Et en fait, ce moulin, on va le mettre dans le cours d'eau. Par exemple, je vais le mettre au point P ici, ça avec des pales. On le met dans l'eau et on regarde ce qui se passe. En fait, en ce point, le champ est constant ici, qu'est-ce qui va se passer? Mais chaque pale, bon ici les pales horizontales ne verront absolument rien, il n'y aura absolument aucune force due au déplacement de l'eau. Hein. Par contre les deux pales ici vont voir un champ identique, ici le courant de l'eau qui va agir de la même manière sur les deux pales. C'est-à-dire qu'en fait il y a un équilibre qui se fait et ce truc-là ne tournera pas. Et en fait le rotationnel, c'est l'évaluation de plusieurs choses dans cette version imagée. Le rotationnel, il indique si le moulin va tourner. Ça donne une idée d'une asymétrie qu'il y aurait de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui peut tourner. Il indique de combien il va tourner. Et il indique aussi dans quelle direction il faut mettre ce moulin pour que si rotation il y a, elle sera maximale. Ici, on voit bien que si c'est vu du au-dessus, on voit bien qu'il faut mettre le moulin à l'orthogonale si on voulait qu'il tourne le mieux possible. Là, il ne peut pas parce que le champ est identique partout, mais on sent bien que c'est ça qu'il faudrait. Et donc, le rotationnel donne non seulement de combien ce truc va tourner, mais en plus dans quel sens il va tourner le mieux. Et ça donnera si il va tourner dans un sens ou dans l'autre, selon l'orientation. Donc, ici, j'ai un courant constant, donc il ne se passe rien. Maintenant, je suppose que la rivière, elle n'a pas le même comportement. Je suppose qu'elle a une vitesse plus élevée au milieu qu'à l'extérieur. Maintenant, si je remets ce truc-là, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais avoir quelque chose qui va être supérieur à ici. Donc, le truc va tourner comme ça. C'est vraiment une image mécanique du truc. Donc, le truc va tourner comme ça. Et pour qu'il tourne le mieux possible, il faut bien qu'il soit orthogonal. S'il est comme ça sera beaucoup moins bon que s'il est vraiment orthogonal. Donc, la direction privilégiée que le rotationnel donnera, c'est la direction orthogonale. Et c'est intrinsèque au rotationnel, parce que le calcul d'un rotationnel implique un produit vectoriel, qui est le résultat, un vecteur orthogonal à deux autres vecteurs.
Donc on voit que contrairement à la divergence qui donne de combien on sort ou on rentre dans un petit volume, autant le rotationnel, il indique de combien on tourne ou pas et dans quel sens. Donc là, c'est plus une constante, c'est un vecteur. Le rotationnel fournit un vecteur. Et il donne une indication d'un déséquilibre dans un champ. Et il y a derrière une notion d'orthogonalité, une notion de boucle. Et ce sont des choses qu'on sent bien qui existent dans les champs magnétiques. Et c'est pour ça que cet opérateur est utilisé ici, parce qu'il sert à décrire ces aspects orthogonaux et de boucle des champs magnétiques. Et si on revient ici, cette expression, elle dit quoi? Alors déjà, elle dit qu'il faut, pour qu'il y ait un rotationnel qui existe, donc un champ, il faut que le champ magnétique varie. C'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps soit non nulle. Donc ça veut dire qu'il y aura une génération d'un champ que si le champ magnétique varie. Ensuite, à une constante près, le rotationnel va donner la forme du champ par rapport au champ H. Ça va être quelque chose qui va être orthogonal. On a vu, il y a une notion de produit vectoriel intégrée là-dedans qui donne un vecteur E qui va être orienté d'une certaine manière par rapport au vecteur H. En plus, il y a le signe moins ici qui va donner, qui va être une description, qu'on verra après, de l'aspect coefficient de self-induction. C'est quelque chose qui est orienté de telle sorte qu'il va s'opposer à quelque chose. Okay. Ça, on le verra quand on verra la formule d'après. Simplement, ce truc donne comment le champ E électrique va arriver, va avoir, quelle propriété il va avoir, selon le champ H qui va débouler. Et ça, c'est une expérience tout à fait classique de collège ou terminale. C'est, on prend un ampère-mètre, on met une boucle de conducteur. Là, je suis à plat sur le long. Maintenant, je prends un aimant que je fais bouger, par exemple, orthogonalement à ça. Si l'aimant est en mouvement, j'ai un courant qui apparaît dans la boucle. Le courant, c'est un déplacement de charge. Donc, le courant, il est dû à un champ électrique qui apparaît. Et ce champ électrique, il n'apparaît que si l'aimant est en mouvement. S'il est là, il ne se passe rien. S'il commence à bouger, c'est-à-dire qu'il varie dans le temps, là, il va y avoir un champ qui va induire un courant. Alors, ici, il y a un piège, parce que je dis, je prends un aimant que je gigote, c'est-à-dire que je bouge l'aimant dans l'espace. Mais je pourrais très bien avoir un émetteur de champ magnétique ici qui ne bouge pas, mais qui fournit un champ magnétique variable. C'est une variation du champ dans le temps. Le fait de bouger l'élément fait varier en un point donné le champ dans le temps. C'est ça qui importe. C'est pas, ici, on n'est pas dans une variation dimensionnelle. On est dans une variation dans le temps. Donc ici, ça donne comment le champ E va être créé en fonction du champ magnétique. Et on voit bien qu'ici, par exemple, si j'agite un aimant dans cette direction-là, on ne va pas du tout avoir un résultat aussi bon que si j'agite un aimant dans ce sens-là. Ce rotationnel contient le fait que l'aimant et la boucle doivent avoir une orthogonalité pour fonctionner au mieux. Le reste, c'est beaucoup moins efficace, c'est surtout des fuites et des champs qui ne sont pas super bien placés ou une dimension de l'aimant qui n'est pas absolument plate, qui fait qu'on aura quand même un petit quelque chose. Mais en toute rigueur, le E est orienté orthogonalement à H et orthogonalement au champ vectoriel en lui-même. Donc c'est de là que vient et décrite l'orthogonalité dimensionnelle entre le champ magnétique et le champ électrique. Alors maintenant, on a vu la variation du champ électrique quand le champ magnétique varie. Maintenant, la formule d'après, c'est le contraire. C'est comment le champ magnétique varie, évolue, quand on a du champ électrique qui évolue. Alors là, c'est plus compliqué, parce que apparaît un terme ici, qui est apparu grâce à Maxwell, qui a résolu un problème à l'époque, problème qui était une limitation de la loi d'Ampère. C'est pour ça que celle-là, maintenant, ça s'appelle Ampère-Maxwell. La loi d'Ampère ne comprenait que cette partie-là, ou quelque chose qui voulait dire ça. Alors on va commencer par celle-là. La loi d'Ampère, elle est liée au fait qu'un conducteur génère un champ magnétique quand il est traversé par un courant. J ici, c'est la densité de courant. Qui dit densité de courant dit courant, dit champ électrique qui fait déplacer des charges. Après, que ce soit des densités ou des choses comme ça, mais il y a quand même un champ électrique qui est sous-jacent derrière.
Si je prends que cette partie-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai un fil électrique parcouru par un courant comme ça, j'ai un champ magnétique qui est créé automatiquement. Ici, j'ai J directement. Je n'ai pas comme ici une variation par rapport au temps. C'est-à-dire que si j'ai un courant constant, j'ai un champ magnétique constant. Alors qu'ici, si j'ai un champ constant, je n'ai pas de champ électrique. C'est-à-dire que là, je vais avoir un champ magnétique qui va apparaître. Et comment il est? C'est le rotationnel qui le dit. Le rotationnel va me faire créer un champ ici. Si je le fais à valeur constante, ça va être un champ qui va être des boucles circulaires tout autour de l'axe. Alors ici c'est une boucle là, ici simplement là où le champ a une valeur, une intensité constante. Mais son orientation, alors si par exemple je fais passer ça derrière, hein, si je fais passer cette boucle derrière, c'est-à-dire je suis comme ça. Donc en fait je vais avoir un champ magnétique comme ça. C'est-à-dire qu'en ce point-là, je vais avoir un champ magnétique orienté comme ça. En ce point-là, je vais avoir un champ magnétique orienté comme ça. Après, dans ce point-là, je vais avoir un champ magnétique vers l'arrière. La règle de la main droite vient de cet opérateur-là, de sa définition. C'est une convention de sens. Donc ici, en chaque point, je vais avoir un champ qui va être orthogonal au fil ici, et en plus tangent en fait au cercle pour des raisons de symétrie. Donc il va être de moins en moins puissant au fur et à mesure. Si je prends un rond plus loin, je vais avoir un champ plus faible. Par contre, il va être le même en valeur absolue tout autour du rond, mais il va être orienté tangentiellement au cercle, ce qui fait une ligne de champ circulaire autour du câble. Cette première partie, c'est exactement ce qu'elle veut dire. Le rotationnel décrit la géométrie du champ par rapport au champ, au courant qui circule dans le câble. Alors ça, c'est à l'origine la loi d'Ampère, qui est écrite un peu différemment. Il utilise la notion d'intégrale curviligne, de contour fermé, de surface par laquelle un courant peut passer. Néanmoins, ce truc-là ne fonctionne pas quand on commence à utiliser les condensateurs. Le problème, sans rentrer dans le détail, le problème c'est que si j'ai un circuit avec un condensateur qui se charge, donc j'ai un générateur qui envoie des charges ici, les charges qui vont s'accumuler sur les plaques, charges ici qui vont partir pour aller se remettre de l'autre côté. Le problème c'est que ici j'ai un courant qui circule avec des charges, donc j'ai un champ magnétique qui est généré à ce niveau-là. Si je veux calculer le champ magnétique ici, je peux utiliser le fait que j'ai des charges ici, j'ai un courant ici qui se balade. Néanmoins, la loi d'Ampère, elle dit, ce qui compte, c'est le courant électrique qui passe dans une surface donnée. C'est calculé comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment c'est, mais disons quelque part, derrière, il y a une notion d'une surface ouverte dans laquelle un courant traverse, et c'est la proportion de courant qui traverse cette surface qui va donner le champ magnétique. Or, cette surface, elle n'a pas de contrainte. Ce qui compte, c'est qu'elle soit en appui sur une zone. Ici, je peux prendre une zone et avoir une surface plane, mais je peux très bien faire une calotte comme ça. C'est pareil. Ici, on voit bien que le courant va de toute façon passer de la même manière que je prenne une surface comme ça ou que je prenne une surface plane si je prends une boucle autour du fil. Malheureusement, si je fais aller plus loin la calotte, je la fais passer dans le condensateur, là, j'ai plus de courant qui passe au travers. Et la loi d'Ampère ne marche pas parce que elle permet de calculer par exemple le champ magnétique en ce point-là, B ou H, qu'importe. Sauf que c'est indépendant de la surface de calcul qui est nécessaire pour le calcul. Je peux la prendre droite comme ça, il y a bien un câble qui passe au travers, mais je peux la prendre aussi traversant le condensateur. Or là, il n'y a plus de charge. Et pourtant, le champ magnétique existe bien. Et c'est un problème, une sorte de discontinuité dans la loi lorsqu'on passe dans un condensateur où évidemment il n'y a pas de charge qui circule en tant que tel. Et donc Maxwell a résolu le problème en rajoutant un deuxième terme, qui est ce qu'on appelle le courant de déplacement. Cette notion de courant de déplacement est extrêmement, on va dire, qui n'est pas toujours appréciée. Elle est souvent prise comme une sorte d'artifice purement mathématique, bien que le courant de déplacement est une entité physique. On sait le mesurer, on peut le mesurer expérimentalement. C'est quelque chose qui existe. Sauf que c'est une définition différente du courant. Le J ici, c'est un courant dû à des déplacements de charge. Ici, c'est un courant qui est dû à une variation du champ électrique. D'ailleurs, on le voit dans la formulation. Ça, c'est la variation du champ électrique par rapport au temps. Exactement le même genre que ça, à une constante près.
ici, dans le cas du condensateur, quand il charge, ici, j'ai des charges qui apparaissent. Donc ici, j'ai un champ qui apparaît. Ici, j'ai des charges qui se mettent. Ici, j'ai des charges négatives, charges positives, parce qu'on a des électrons qui se barrent. Donc j'ai un champ électrique qui apparaît. Et comme j'ai une charge permanente et un courant qui varie, j'ai un champ qui varie ici. Un champ variable. Et donc ce terme-là n'est plus nul. Parce que le champ étant variable dans le temps, ici j'ai une contribution. Bien qu'ici je n'en ai pas parce que je n'ai pas de charge qui se balade. Et en fait, quand on fait le calcul, avec ces techniques de surface, contour fermé, des choses comme ça, eh bien, quand on fait le calcul, ce terme-là est absolument égal à ce terme-là lorsqu'il est utilisé ici. Et en fait, la discontinuité disparaît. C'est un terme obligatoire pour obtenir quelque chose de cohérent pendant tout le long du trajet du circuit, même quand il n'y a pas de charge qui se balade. Et c'est ce qu'on appelle un courant de déplacement. Le courant de déplacement, c'est quelque chose qui est fondamental, même s'il a l'air d'être quelque chose de purement immatériel. Et quand on a une antenne et un poste de radio, en fait, ce qui circule entre les deux, c'est le courant de déplacement. Il n'y a pas de charge qui se balade. Et pourtant, il y a bien un courant qui se fait. Et c'est cette partie-là qui fait... Cette partie-là qui, dans les équations, décrit l'émission-réception via une antenne. C'est pas celui-là. Donc c'est un terme qui est ultra important. S'il n'existait pas, on ne pourrait pas avoir de radio. C'est-à-dire qu'on n'expliquerait pas l'émission d'ondes, les ondes électromagnétiques, sans support électrique. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra important et qui est plus tordu. Mais disons, c'est vraiment ça. C'est le champ électrique, champ magnétique, qui est régi par soit des courants dus à des charges, soit des courants dus à des variations de champ électrique. Voilà. Et ça, c'est une généralisation du théorème d'Ampère. Et c'est la quatrième équation de Maxwell, enfin une des quatrièmes équations, dite de Maxwell, mais en fait c'est Heaviside qui a formulé sous cette forme analogue à ça. Maxwell en avait fait beaucoup plus, avec beaucoup plus de variables, alors que là on a 4 équations avec 2 paramètres, ce qui est beaucoup plus simple. C'est plutôt Heaviside qui a créé ce formalisme-là. Voilà. Donc ça, voilà, ce sont les 4 équations de Maxwell. Alors pour aller juste un petit peu, pour finir, avec un petit truc supplémentaire, on peut prendre ces 2 dernières équations et leur appliquer des opérateurs. On peut appliquer le rotationnel une deuxième fois là-dessus. On voit qu'un rotationnel, il y a des notions de dérivées qui apparaissent, des choses comme ça. On peut appliquer le rotationnel 2 fois. On peut, ici, par exemple, supposer qu'on est dans un milieu dans le vide ou dans un milieu neutre où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de conduction, donc où on n'a pas de courant J. On peut faire des manipulations comme ça, il y a des zéros qui apparaissent, etc. Et on peut obtenir ces équations-là. Alors, il y en a une pour le champ électrique, il y en a une pour le champ magnétique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? L'opérateur ici, delta, c'est le laplacien, c'est la dérivée seconde. Simplement, c'est la dérivée seconde spatiale. Epsilon mu, ce sont des constantes qui décrivent le milieu. Si c'est le vide, c'est epsilon 0, mu 0, qui sont des constantes fondamentales. Et ça, c'est la variation de la variation du champ par rapport au temps. C'est-à-dire, on ne peut pas dire c'est son accélération, on va dire, égale à 0. Alors ces 2 équations-là sont des équations de propagation d'onde. Elles décrivent la propagation d'une onde dans l'espace, et c'est sous une forme, on va dire un opérateur, vous voyez, moins 1 sur la vitesse au carré de la propagation de l'onde, d2v sur dt2 égale 0. Ça, c'est une équation générale d'onde. Et ce c, c'est la vitesse de propagation. Et on voit que par exemple, si je suis dans le vide, j'ai c carré epsilon 0 mu 0 égale 1. Et la vitesse, c'est la vitesse de la lumière dans ce cas. C'est-à-dire que la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, c'est la vitesse de la lumière. S'il s'agit d'un autre milieu, un diélectrique ou un milieu autre que le vide, on va utiliser les epsilon et mu du matériau, ce qui donne des vitesses moindres, mais qui correspondent aussi à la vitesse de la lumière qui aurait lieu si ces milieux étaient transparents. Voilà. Et en fait, sous-jacent à ça, il y a cette notion de propagation à la vitesse de la lumière.
C'est inclus dans ces équations-là. Et pour obtenir ça, c'est juste de la manipulation de ces équations-là. C'est-à-dire qu'elles vont au-delà de la description pure, le champ varie quand ceci et cela. Il y a derrière d'autres implications comme celle-ci. Les ondes se propagent à la vitesse de la lumière dans un milieu comme une onde standard. Et comme E et H sont de toute façon régis par ces produits croisés grâce à ces formules impliquent non seulement ces champs se propagent à la vitesse de la lumière, ils se propagent à la même vitesse, mais en plus, ça indique, à cause des rotationnels ici, ça indique que si on a un qui se propage comme ça, l'autre il va se propager orthogonalement à l'autre. Cette description du champ électromagnétique qui est une onde magnétique et une onde électrique orthogonale entre elles allant à la même vitesse est aussi incluse dans ces opérateurs-là. Ce sont des conséquences de ces formules qui ont l'air là simples comme ça, mais qui permettent de déduire beaucoup plus de choses qui ne sont pas évidentes a priori. Voilà. Et ces deux équations sont identiques. Donc E et H se comportent de la même manière, sauf que dans l'espace, ces opérateurs-là indiquent qu'ils sont orthogonaux entre eux. Voilà. Donc ça, c'était le petit bonus en plus, après quelques manips. Mais voilà ce qu'impliquent et ce que veulent dire les équations de Maxwell. Et ce formalisme ultra compact vraiment donne toutes les informations sur les lois fondamentales qui régissent les champs électriques et les champs magnétiques. Voilà. Donc c'était les équations de Maxwell, donc vues d'une manière un peu plus intuitive, sans mathématiques compliquées, mais on voit bien derrière ce que ça veut dire, on voit bien le lien qu'il y a entre des expériences simples avec des aimants ou des fils ou des choses comme ça, et on les retrouve textuellement là-dedans. Et je vais finir là-dessus, sur ce fameux signe moins ici, dont j'ai parlé un peu de coefficient de self-induction, tout ça. Ce signe moins, c'est lui qui fait que les selfs fonctionnent. Pourquoi? Je prends une self. Si à une self, je mets un échelon de tension, qu'est-ce qui se passe? Ici, donc j'ai un courant qui va essayer qui va se mettre en route. Le courant, lui, donc je crée une tension assez basse. Donc ici, je vais créer quelque chose, parce que j'ai quelque chose qui va se passer, j'ai un courant qui va se créer. Il va créer automatiquement un champ magnétique, dû au fait que j'alimente la self. Et si je reviens aussi, en même temps, comme je crée un champ magnétique variable, vu que je crée un courant variable, il va créer aussi un champ électrique de fait. C'est-à-dire que le fait d'alimenter le truc, donc créer un champ électrique interne, va créer un autre champ électrique, mais le signe moins fait que ce champ électrique va s'opposer au champ électrique que moi j'ai créé. Et c'est ça qui fait le coefficient de self-induction et le fait que les selfs tentent à ralentir le courant. C'est parce que lui, ce truc-là, va créer un champ électrique, donc un courant induit, qui sera orienté dans le sens inverse de celui que j'aurais mis dans la self, ce qui fait que ça va me freiner. Et c'est parce que les selfs ne sont pas parfaites que le champ magnétique ne sera pas intégralement récupéré dans le truc, il y a quand même un courant qui va s'installer progressivement. Si la self était parfaite, je ne pourrais même pas faire passer le courant au travers. Parce que quel que soit ce que je ferais, il y aurait un champ magnétique qui va me créer exactement le courant opposé qui va me freiner. Et j'aurai un coefficient de self-induction infini en fait. Et c'est ça le principe fondamental de la self. C'est en fait ça qui indique ça, qui passe de ça et qui indique ça. Et c'est ce signe moins là qui crée ce coefficient de self-induction. Voilà. Donc c'était les équations de Maxwell, d'une manière un peu moins, on va dire, académique. Mais au moins, bon, j'espère que ça aura été un peu plus clair et voir un peu ce que ça sous-entend finalement, fondamentalement.